Bonjour à vous toutes et tous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de se connecter. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ce webinaire a l'air de répondre à un intérêt pour les newsletters, donc tant mieux. On va, euh, on va vous raconter un petit peu tout ça. Et ben, comme ça, on va se présenter, comme ça va laisser un tout petit instant aux personnes qui arrivent avec quelques minutes de retard. Donc, à nouveau, bonjour à vous toutes et tous. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste et donc je suis aujourd'hui avec Benjamin, je ne sais pas si vous le voyez, avec lequel j'ai créé Jinkyo. Jinkyo, on dit c'est la communauté des talents de l'information et c'est un projet qu'on a lancé il y a 3 ans. Avec comme objectif de donner finalement des outils professionnels pour les professionnels des médias, on va dire, et des contenus. Moi, je suis journaliste et Benjamin, lui, il est UX designer et on est associé avec Florent, qui lui est développeur. Et donc, en fait, le point de départ de Jinkyo, tout simplement, ça a été une plateforme de portfolio puisque moi, je suis parti de ma frustration de journaliste de ne pas pouvoir finalement avoir une vitrine simple et pertinente pour montrer mes meilleurs contenus. Et donc, cette plateforme de portfolio, on l'a lancée en 2018, à la rentrée 2018, et elle compte aujourd'hui un peu plus de 2500 personnes. Enfin, il y a 2500 personnes qui ont un portfolio, donc c'est essentiellement des journalistes aujourd'hui, mais ça concerne aussi bien des gens qui font du podcast ou de la vidéo, et c'est essentiellement des jeunes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, pendant le confinement, on s'est demandé, quand on voyait que ça continuait à progresser, cette plateforme de portfolio, comment on pouvait aller plus loin. Et moi, j'ai été vraiment marqué par ce que je voyais en train de croître énormément, notamment aux États-Unis, sur les newsletters. Et ça m'a semblé super intéressant parce que, comme on va pouvoir en discuter, c'est à la fois un canal finalement qui permet d'envoyer du contenu à des personnes, à sa communauté, à ses abonnés, mais c'est aussi un format et donc c'est quelque chose aussi qui est super, qui s'est imposé comme étant un prolongement assez naturel pour nous. Et donc du coup, on a lancé là il y a quelques semaines Jinkyo Topics, qui est du coup voilà, le nouveau service de Jinkyo qui permet de créer sa newsletter gratuite ou payante. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse autant à ces newsletters. Moi, je me suis du coup formé pour pouvoir accompagner les utilisateurs. Et donc, je voulais voilà, partager un petit peu les clés que j'ai apprises et qui me semblent, enfin, que j'ai pu du coup analyser depuis un an qu'on travaille sur ce projet. Donc, du coup, on va démarrer dans 1 minute et je vais laisser juste Benjamin vous montrer à quoi ressemble Jinkyo Topics. Comme ça, on aura fini notre présentation. Oui, bonjour, donc moi c'est Benjamin en effet. Alors je vais vous partager mon écran. Voilà, donc là vous voyez Jinkyo Topics, donc c'est jinkyo.com/topics, c'est la plateforme dont Jean-Baptiste vient de parler, qu'on a lancé donc il y a quelques semaines, avec l'idée de permettre la création, assez facilement la création d'une newsletter, et derrière d'en faire aussi un outil qui permet donc d'avoir un revenu régulier, puisque ce sont des newsletters sur lesquels on peut en effet lancer un abonnement auprès de sa communauté. Donc voilà, sur la landing page, comment ça se présente actuellement, à qui ça s'adresse, donc les journalistes, des créateurs de podcasts, des experts, médias, collectifs et photographes vidéastes. Et je vais rapidement vous montrer une fois que je suis connecté. Donc là, je suis connecté à mon espace qui est un espace test. Donc là, j'ai pour l'instant que 6 abonnés, mais c'est parce que c'est pas une newsletter réelle derrière. Donc sur cet espace-là, concrètement, comment ça se passe? Vous pouvez facilement ici configurer votre newsletter, donc globalement votre média. Vous avez une page en ligne aussi qui permet aux personnes, aux lecteurs de s'abonner à la newsletter, et vous pouvez derrière aussi gérer les abonnés, puis créer chaque numéro ici assez facilement. Donc, vous pouvez ici, par exemple, accéder à vos numéros
Et voilà, si j'ai mon premier numéro ici, je peux le modifier. Et donc, c'est un système basé sur du drag and drop qui est extrêmement simple. Vous avez un éditeur de texte, vous créez des boutons, vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez ensuite aussi voilà, tester un aperçu ici en temps réel ou envoyer un test. Et je vais juste montrer pour finir, voilà à quoi ressemble donc une page. Donc ça, c'est une page d'un média, Pilote Média, qui est un programme belge qui a donc adopté déjà Jinkio Topics et qui donc a créé ici sa page d'abonnement. Pourquoi s'abonner à leur newsletter? Un petit texte d'introduction, quelques tags aussi pour derrière montrer quel est l'objectif de cette newsletter en question. Et puis, on a un exemple aussi sur cette page-là qui, en fait, on peut assez facilement à travers le tableau de bord choisir l'un des numéros envoyés et qui va directement s'afficher comme un exemple en ligne pour pouvoir consulter à quoi ressemble finalement un numéro de la newsletter en question. Voilà pour la petite présentation donc, de Jinkio Topics. Et du coup, Jean-Baptiste, je te redonne la parole. Voilà, bon, bah, donc du coup, c'était notre petite présentation. Voilà, on va dire à la fois la page de pub, mais surtout pour dire pourquoi on s'intéresse depuis un an aux newsletters et aussi, nous, quel est l'esprit derrière ça. On a toujours bâti sur l'idée de communauté, donc c'est de pouvoir, et puis dans les futures utilisatrices et utilisateurs, créer cette notion de coaching, d'accompagnement et de communauté. Alors, allons tout de suite sur ce que moi j'ai appelé le kit de survie pour réussir sa newsletter. Alors, voici ce que j'ai repéré. La première chose, effectivement, je ne sais pas les personnes qui sont présentes, à quel point vous êtes de votre réflexion sur les newsletters. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est, comme je disais, voilà, c'est un format et un canal. Il y a plein de points super intéressants en fait sur les newsletters. D'ailleurs, je vous indique que vous pouvez tout de suite, au fur et à mesure de la présentation, poser vos questions. Moi, je surveille de côté avec Benjamin, on correspond, donc il me les envoie. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer au fur et à mesure, ce sera plus dynamique et surtout comme ça, je serai absolument certain que ce que je vous raconte correspond à vos questions. Et puis, on gardera quand même un vrai temps de questions-réponses à la fin. Alors, pourquoi du coup cet enthousiasme? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est à la fois le lien personnel qu'on peut créer, parce que on a souvent tendance à négliger, mais en fait, les gens peuvent répondre à votre mail, vos abonnés. Donc, du coup, ça crée un vrai lien de personne à personne. On a une maîtrise de la distribution. Donc, ça, c'est super important. Je pense que les médias, notamment, se sont rendus compte que de ne pas pouvoir contrôler qui voit s'afficher votre contenu, c'est un énorme problème. Pour les médias en particulier, on s'est rendu compte que l'abonnement aux newsletters, en fait, était le premier pas vers un abonnement aux médias lui-même. Et puis, il y a aussi des avantages un petit peu qualitatifs, on va dire. C'est le côté habitude, on reçoit toujours au même moment, etc. Il y a ce côté safe space qui est lié finalement un petit peu à cette notion de personnel, c'est-à-dire qu'on interagit en direct avec son audience. Et puis, du coup, on aura… et donc, voilà. Et puis, surtout, c'est intéressant pour tout ce qui est contenu de niche. Donc, du coup, pour des sujets qui sont un peu trop pointus pour des grands médias, ça peut être, du coup, une très bonne option. Et puis, dernière chose, on en parlera, ça peut être une source de revenus. Alors, je continue et d'ailleurs, je réponds à une question qui m'a été soumise qui est sur les slides. En fait, on va vous envoyer la vidéo de la présentation. Donc, j'espère que ça vous convient. Sinon, on peut essayer de vous envoyer les slides en particulier. Voilà, vous me direz si c'est possible. Mais en tout cas, le replay sera disponible pour toutes les personnes qui sont inscrites et donc même celles qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. Alors, première étape, du coup, on va définir son format. Donc, j'ai mis 3 étapes. Du coup, première étape, très importante, c'est de connaître un peu votre audience cible.
Et donc, pour ça, avec Benjamin, qui est UX designer, c'est vrai qu'on a tendance à travailler avec les personas. Les personas, c'est un peu comme des personnages typiques de votre audience. Et en fait, tout simplement, vous pouvez aller les contacter, c'est-à-dire contacter les personnes que vous pensez être votre audience et commencer, avant de vous lancer dans votre newsletter, par aller leur poser quelques questions. Et qu'est-ce qui va être important de poser comme question? C'est finalement d'essayer de décrypter quel type de newsletter elles ont envie d'avoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt de la veille sur un sujet, de l'expertise? Est-ce que c'est plutôt un plaisir de lecture parce que c'est des gens qui aiment lire une belle plume? Ou est-ce que, au contraire, c'est plutôt tout simplement ce qu'on peut mettre autour d'une newsletter? C'est un peu un club, une communauté de personnes qui sont réunies par l'intérêt sur un même thème. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions qui vont être super importantes techniquement, on va dire, dans la fabrication. C'est quelles sont les habitudes de ces personnes? Est-ce que à quel moment elles aiment bien s'informer? Donc ça va être hyper utile pour choisir son horaire d'envoi. Est-ce que c'est plutôt sur son smartphone ou sur son ordi? Et puis tout simplement aussi, est-ce qu'elle lit des newsletters et qu'est-ce qu'elle lit comme newsletter? Donc ça vous permet vraiment d'avoir votre audience cible. Et puis vraiment, je vous invite à ne pas hésiter à lui donner un nom, un prénom, un âge, etc. Et comme ça, vous y penserez en lui envoyant votre newsletter. Ensuite, à vous aussi de savoir pourquoi vous faites cette newsletter, c'est-à-dire votre objectif personnel. Est-ce que c'est vous imposer comme expert et donc c'est un peu votre marque personnelle? Est-ce que c'est construire une communauté? Enfin, tout ça, c'est assez important parce que ça va vous permettre aussi de comprendre, vous, quel type d'implication vous avez envie d'avoir. Et puis, bien évidemment, une fois que vous avez vu votre audience et votre objectif, ça vaut toujours le coup de se poser la question, est-ce que la newsletter est bien le bon format pour atteindre cet objectif? Alors, une fois que vous êtes convaincu que la newsletter est un bon format, que vous avez des infos sur votre audience, comment on choisit son format? Eh bien, en fait, très concrètement, c'est quoi les paramètres d'une newsletter? Les paramètres, ça va être est-ce qu'il y a beaucoup de liens ou pas beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments ou est-ce que c'est un long texte? Est-ce que est-ce que c'est un texte qui est vraiment très en longueur ou est-ce que c'est court? Est-ce que vous voulez un ton très personnel ou quelque chose de plus didactique? Est-ce que vous voulez l'envoyer tous les jours ou tous les mois, etc. Donc, là, vous voyez un petit peu quels sont les choix à opérer. Alors, pour simplifier un petit peu le choix du format, je trouve qu'on peut résumer finalement les types de newsletters sur une espèce de continuum qui irait donc de gauche à droite ici, où à gauche, on a seulement du texte et pas du tout de lien hypertexte. Et puis à droite, on a essentiellement des liens. Donc, à droite, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire et ce qui se fait dans les médias classiques depuis 20 ans, c'est des liens pour amener les gens vers un site. Donc, ça, c'est très utile quand on veut amener justement une audience vers un site, vers un podcast, vers… voilà. Mais la tendance aujourd'hui, elle est d'aller un peu plus vers la gauche, c'est-à-dire de rajouter finalement du texte narratif. Et donc, tout à gauche, on va avoir ce qu'on appelle en anglais les long reads, où là, c'est vraiment un long format, très travaillé. C'est un essai un petit peu avec un auteur qui va travailler sa plume. Et puis, entre les deux, du coup, vous avez toutes les possibilités de la Terre. Alors, j'ai essayé d'extraire un petit peu des exemples. Il y a cet exemple que j'aime beaucoup, c'est Louis Média, donc le studio de podcast. Eux, ils ont donc fait le choix, vous le comprendrez, du long read. Donc, et là, pour vous donner une indication, il n'y a même pas tout le texte. Donc, c'est vraiment un très long texte extrêmement écrit. Donc, c'est une journaliste qui choisit un thème chaque semaine et qui écrit autour de ce thème qu'elle choisit, visiblement pas en lien direct avec les podcasts de la semaine de Louis Média. Elle y rajoute ses visuels qui sont ses propres photos. Elle met quand même quelques liens, mais vous voyez, des liens hypertextes, il n'y en a pas beaucoup.
Et puis, en fait, ça n'empêche pas qu'à la fin, bien évidemment, il y a la petite partie qui permet de faire la pub pour les podcasts publiés par Louis Média dans la semaine. Donc rien n'est exclusif, bien entendu, dans ce choix en fait, de liens ou de textes bruts, quoi, on va dire. Alors, autre exemple que j'aime beaucoup, c'est les newsletters du média américain Axios. Donc, c'est un média qui fonctionne avec des verticales thématiques. Et donc, moi qui suis passionné de médias, donc je suis particulièrement celle-ci. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce format, c'est deux choses. La première, c'est qu'en fait, le mail se suffit à lui-même. C'est-à-dire que, alors un peu comme finalement celui de Louis Média, où finalement, comme le texte, vous lisez un texte, il n'y a pas besoin de sortir du mail. Là, en fait, d'une certaine manière, vous n'avez pas non plus besoin parce que c'est un format très didactique où, en fait, il permet de donner l'essentiel à l'intérieur du mail. Donc ça, c'est la première chose que je trouve vraiment très réussie, sachant que, bien évidemment, c'est quand même donc, un média qui peut avoir intérêt à amener son audience vers le site. Et donc, vous voyez ici, j'espère que vous voyez mon curseur, vous avez « More details ». Donc, quand même, subtilement, ils renvoient, si vous voulez en savoir plus, vers leurs articles qui permettent d'aller en profondeur sur ce sujet. La deuxième chose, moi, que j'aime beaucoup, puisque là, on a vraiment des infos très précises, c'est qu'ils ont un petit rubricage, une lecture guidée que je trouve extrêmement bien faite avec, à chaque fois, ils expliquent « why it matters », donc pourquoi on en parle finalement. Et puis ensuite, ça fonctionne avec finalement des bullet points. Il y a aussi des petites, voilà, « by the numbers » ou « between the lines ». Enfin, ils ont inventé en fait des petits gimmicks comme ça, assez récurrents, qui permettent d'approfondir le sujet en ayant une lecture que moi je trouve hyper simple. On peut vraiment lire en diagonale très facilement. C'est-à-dire qu'en fait, on va lire les titres, puis éventuellement le Why It Matters, et puis éventuellement on va aller plus loin. Et je trouve que ça rend en fait, du coup là, on est sur un type de newsletter d'expertise, ça rend vraiment la lecture très simple. Là, je suis revenu en arrière. Alors, une fois qu'on a trouvé son format, bon, c'est bien joli, on sait que on veut se lancer, on a trouvé à peu près son idée. Comment on fait? Alors, il y a deux choses à mener en parallèle, mais qui sont, enfin, je ne devrais pas dire parallèle puisque c'est concordant. Il y a deux choses à faire. La première chose, donc puisqu'il s'agit de faire grandir son audience, bien évidemment, c'est commencer par son cercle, voilà, de, on va dire, 5, 10 abonnés. Et alors, pourquoi c'est intéressant de partir de ça? C'est parce que, en fait, vous allez pouvoir faire deux choses en parallèle. La première chose, c'est inviter les personnes les plus proches. Donc ça, c'est hyper simple. Vous pouvez presque votre famille, si tant est qu'elle fait partie de la cible, vos amis, vos collègues, etc., les inscrire presque d'office. Et ça a deux intérêts. Ça a l'intérêt déjà d'avoir une toute première audience. Et puis, le deuxième, c'est de vous tester. Parce que c'est important de commencer à envoyer ses premiers numéros pour affiner son format. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va élargir un petit peu. Alors là, je vais basculer sur un truc que je trouve hyper bien fait. C'est cet article qui dit voilà comment acquérir vos 1000 premiers abonnés. Alors, pourquoi j'aime bien ce truc, c'est qu'en fait, il donne visuellement à quoi ça ressemble votre audience. Donc là, on est sur les 10 premiers. Donc là, c'est ce qu'ils disent, voilà, vous invitez vos proches, etc. Vous commencez à poster un peu sur vos réseaux. Ensuite, bon, là, on commence à aller un peu plus loin. On arrive à remplir une salle à peu près. Et là, donc, vous allez pouvoir, du coup,
élargir un petit peu, aller éventuellement chercher voilà, sur des… Enfin, voilà, continuer à aller dans votre réseau proche, mais en l'élargissant. Ensuite, bah, voilà, vous arrivez sur une salle un peu plus grande. Et puis là, vous pouvez donc commencer à demander à vos abonnés de partager. Donc ça, c'est un premier outil très puissant qui va être donc d'utiliser vos premiers abonnés pour eux-mêmes élargir votre base d'abonnés. Ensuite, là, vous commencez à remplir un espace public, ça commence à devenir sympa. Et alors là, donc, ce qu'il faut faire en parallèle, c'est donc là, on commence à consolider un petit peu le format de sa newsletter. Donc là, ça commence à devenir un rendez-vous. Donc là, il faut être régulier parce que c'est vrai qu'au début, si vous zappez une semaine, bon, les gens ne vous en voudront pas, quoi. Mais quand vous commencez à avoir une audience un peu plus fidèle, on s'attend voilà, à ce que ce soit un vrai rendez-vous. Et bien évidemment, bon, là, on est sur du contenu, donc Twitter, c'est quand même essentiel. Et puis, ensuite, vous pouvez aller dans les forums de niche. Ça, c'est vraiment un truc où vous allez commencer, vous, à prendre la parole, à intervenir, à dire, ben voilà, moi, dans ma newsletter, je parle beaucoup de ce genre de sujet. Et puis, comme on disait, vous avez votre page newsletter, et donc, qui est un peu votre blog ou votre site, en fait, en fonction de ce que vous avez. Donc, vous pouvez aussi extraire des articles et les poster pour intervenir dans un débat. Puis là, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Et alors là, bah, vous pouvez commencer à essayer de faire des choses un petit peu plus changer, tester, sonder votre audience, etc. Et puis bah, à la fin, là, on arrive à vraiment un palais des congrès. Et donc, bah, c'est peut-être le moment de se poser à ce moment-là et peut-être la question, par exemple, de payer, de faire payer et d'avoir des abonnements. Alors moi, comment je retourne sur ma présentation. Voilà. Donc, je disais, les outils donc, pour passer finalement de 1 abonné à 100, c'est donc de faire venir, d'avoir une page sur laquelle vous avez la possibilité, enfin, où les gens vont s'abonner. Donc, toute votre communication, elle doit être orientée sur Twitter, sur, voilà, sur tout ce que vous faites, sur le fait d'amener les gens sur cette page où il va y avoir le lien abonnement. Et donc, ça, c'est vraiment crucial donc, de travailler cette page aussi. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette newsletter, quelle fréquence, pourquoi il faut s'abonner, etc. Donc, les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire à la fois les vôtres, mais aussi ceux de votre audience qui va pouvoir partager et puis aussi participer dans la conversation dans des groupes Facebook ou autres. Et puis, dernier truc qui se pratique énormément dans le monde du podcast, c'est de faire de la promotion croisée finalement, c'est-à-dire vous-même, vous être interviewé dans d'autres newsletters, dans des podcasts, vous-même interviewer des experts, vous-même, voilà. Et donc, vous pouvez créer en fait aussi la possibilité que des gens qui ont eux-mêmes des newsletters ou des podcasts qui sont un petit peu bien référencés, de faire découvrir votre newsletter. Alors, le succès arrive, bien évidemment, en tout cas un petit peu, mais du coup, il faut l'analyser. Et en fait, c'est même pas il faut l'analyser, c'est en fait, vous avez, ça fait partie de la newsletter. Parce qu'un des gros intérêts de la newsletter, c'est que c'est un outil finalement hyper simple. Et donc, en permanence, on peut la faire évoluer. Et donc, ce n'est pas du tout, voilà, moi qui ai travaillé dans un magazine de presse écrite, le chemin de fer, la formule, on la change une fois tous les 5-10 ans. Là, le mail, vous pouvez le changer d'une semaine sur l'autre, c'est aucun problème. Donc, qu'est-ce qui permet de suivre un petit peu le succès de votre audience? Donc, bien évidemment, vos stats, ça c'est sûr. Et donc, voilà, tous les outils de emailing vont vous donner un minimum de stats. Vous pouvez éventuellement aussi, mais ça, je dirais, c'est presque plus, j'aurais pu le mettre presque un peu plus au début, quand vous faites vos personas, d'aller chercher les données, les études qui sont disponibles sur votre audience, comment cette audience consomme de l'info.
ou des médias ou du contenu. Vous pouvez faire des sondages aussi, bien évidemment. Alors, les sondages d'expérience, ça ne marche pas forcément très bien dans les newsletters. Déjà, il faut une très grosse base, il faut que les gens aient envie de passer du temps. Donc, bon, je dirais qu'il faut le faire quand on a vraiment plusieurs centaines d'abonnés, à mon avis, sinon c'est un peu une perte de temps, mais bon, à voir. Il y a une autre façon de faire aussi qui peut être tout simplement de poser une question dans le contenu de votre mail à la fin, par exemple, de votre newsletter, et en disant tout simplement aux gens de vous répondre. Et donc, voilà, que pensez-vous d'eux? Répondez juste à ce mail. Du coup, là, c'est juste de renvoyer un mail, donc ce n'est pas se brancher sur un Typeform, rentrer dans un… Bon. Donc, voilà, ça peut être un sondage un peu light comme ça. Vous pouvez aussi revenir un petit peu à cette idée finalement de persona, etc. Tout simplement avec des interviews et donc d'aller voir les gens, de les contacter, de dire je vois que vous êtes abonné, est-ce qu'on pourrait prendre 5-10 minutes, etc. Ça va vous apporter énormément. Voilà, donc du coup, de repartir un petit peu là-dessus et bien évidemment de poser toutes les questions qui sont les plus importantes. Donc, ces questions, elles sont sans limite. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de commencer par le positif. Souvent, notamment en France, on a tendance à se dire que il faut… Qu'est-ce qui est à améliorer? Moi, je pense, et c'est vrai que je crois qu'il y a un truc qui est très important, qui est la gestion du temps, en fait. Parce que je crois que je l'avais mis dans une slide précédente. Il est crucial, ça vous allez vous en rendre compte si ce n'est pas déjà fait, de concentrer votre temps pour un maximum de plaisir et d'intérêt de l'audience. Parce qu'on a ce réflexe de vouloir toujours trop produire. Et donc, c'est hyper important de poser la question de qu'est-ce que vous préférez dans ma newsletter, parce qu'en fait, ça va vous permettre, vous, sans doute, d'éliminer plein de superflus, de gagner plein de temps et de donner le meilleur sur le maximum de votre temps sur ce qui est considéré comme le meilleur dans votre newsletter. Donc vraiment, je crois que c'est hyper important pour vous peut-être d'avoir cette logique de qu'est-ce que je peux éliminer et donc du coup, qu'est-ce qui est le meilleur? Bon, bien évidemment, se demander qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut améliorer, les habitudes de lecture aussi, parce que ça, vous allez en permanence vous poser la question de quel jour je l'envoie, à quel horaire. Donc, il faut tester, mais vous pouvez aussi ça demander à votre audience à nouveau, quand est-ce que vous l'ouvrez, quand est-ce que vous la lisez, qu'est-ce que vous lisez d'autre. Donc, voilà, donc c'est un peu finalement une boucle à ce moment-là qui commence, une boucle qui, à un moment, peut vous amener ou peut-être dès l'origine, à vous poser la question de la newsletter payante. Alors, la newsletter payante, on considère en général, alors enfin, pas en général, mais de tout ce que j'ai pu lire et de tous les experts et les sites spécialisés, ça oscille entre 2 et 10% d'une audience gratuite qui se convertit en audience payante. Donc, disons 5%. Donc, ça peut être assez utile pour vous si vous avez déjà une newsletter gratuite pour vous donner une idée de ce que vous pouvez éventuellement en attendre en termes du coup, de conversion. Et donc, du coup, au moment où vous allez vous poser la question de combien je fais payer, si vous dites j'ai 1000 abonnés gratuits, je vais en convertir du coup 50. Bon, du coup, si je mets ma newsletter à 5 euros, ça va me faire 500 euros par mois. Donc, peut-être que du coup, si vous avez besoin de vous dégager une journée par semaine pour ça, peut-être que c'est suffisant ou pas. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça va vous permettre de réfléchir concrètement. C'est pour ça que je vous donne ce chiffre de 5% aux projections que vous pouvez éventuellement vous faire en termes de revenus. La question aussi, c'est du coup, mais qu'est-ce que je fais payer? Alors, bien évidemment, la newsletter elle-même. C'est clair, vous avez votre newsletter est super. C'est du contenu qui demande du temps à être produit, qui est de qualité, etc.
Donc, c'est quelque chose qui peut être la newsletter elle-même. Ça peut être aussi la question d'avoir une newsletter gratuite d'un côté et une newsletter payante avec des bonus de l'autre. Je vais vous montrer un exemple après. Mais en fait, ça peut être autre chose. En fait. C'est-à-dire que en fait, l'abonné, en fait, d'une certaine manière, vous lui proposez de rejoindre un club. Un club qui peut consister, par exemple, en des événements. Typiquement, ça peut être, vous faites une interview par mois avec une personnalité. Parce que si vous êtes voilà, journaliste, bah, vous dites, bah, au lieu de simplement mettre la retranscription de l'interview dans la newsletter, vous pouvez en fait dire bah, vos abonnés vont venir assister à l'interview, pourront poser aussi des questions durant l'interview. Voilà. Ou des événements du coup qui peuvent être bah, voilà, des webinaires, des événements communautaires où on se retrouve, où on échange sur le sujet de prédilection. Et puis aussi, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas complètement à négliger, qui un peu dur à mettre en œuvre au début, mais pourquoi pas, c'est les cadeaux. C'est un truc qui revient. Il y a une newsletter américaine, enfin ça c'est une success story très américaine, Morning Brew. Alors Morning Brew, c'est des étudiants américains qui, à l'université, se sont dit qu'ils voulaient créer de l'info business pour les étudiants. Et ils se sont lancés à l'américaine jusqu'au point de se faire racheter par un grand groupe de médias pour des dizaines de millions de dollars. Donc voilà. Mais eux, en fait, ils ont mis en place… Alors là, c'est un tout petit peu différent. Là, je vous donnais un exemple de… Comment dire je me suis un tout petit peu perdu, pardonnez-moi. En fait, là, je disais, il y a le côté goodies. Et donc, je voulais vous montrer des goodies. Donc, voici des goodies, donc, comme on peut imaginer. Donc, ça va du mug et tout, voilà, au verre. Alors, eux, en fait, il y a un tout petit peu différent ce qu'ils font. Donc, pardonnez du coup ce petit aparté. Mais en fait, eux, ils récompensent la recommandation. Parce qu'en fait, eux, ils se sont rendus compte que dans leur croissance d'audience et d'abonnés, c'était le nombre de recommandations était clé. Et donc, c'est pour ça, en fait, eux, ils récompensent avec des goodies le nombre de recommandations que leurs abonnés auront du coup entraîné auprès de leurs propres amis, etc. Mais bon, en tout cas, voilà, ça vous donne un peu des idées de goodies. Mais par exemple, il y a des experts parmi vous qui publient des livres. Donc, vous pouvez imaginer que vous offrez en fait votre livre aux abonnés. Donc, enfin, voilà, je voulais vraiment vous montrer à quel point finalement le côté payant est en fait très ouvert. C'est-à-dire vous pouvez faire payer uniquement le contenu de votre newsletter, mais vous pouvez faire payer voilà, des événements, des webinaires, des cadeaux, plein de choses. Et donc, un petit exemple pour ça, c'est la newsletter Vox. Alors, Vox, en gros, c'est une newsletter quotidienne, comme son nom l'indique ici, qui cherche à faire de l'info grand public, mais à destination des jeunes femmes. Bon. Alors, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que là, ils ont joué sur tous les tableaux. Elles ont vraiment… donc là, donc le côté payant, c'est le Vox Club. Et alors, qu'est-ce qu'on a en payant ? Oui, et je vois effectivement que Éric Dupin, que je salue d'ailleurs, qu'on s'était rencontré il y a quelques années, me donne cette info effectivement qui précise ce que je vous dis sur Morning Brew, à quel point ça a été crucial. Ils sont passés de 100 000 abonnés à 1,5 million en 18 mois uniquement avec ce système de goodies qui récompensait la recommandation. Donc, pour eux, en fait, c'est pour ça qu'ils sont allés aussi loin, c'est que ça a été vraiment le centre de leur succès, quoi. Et c'est assez logique, finalement, puisqu'ils sont partis d'une université et donc de recommandations entre étudiants. Alors, eux, à Vox, elles, plus exactement, elles ont… donc, du coup, ce qu'elles proposent pour les abonnés payants, c'est un dossier donc, mensuel. Donc, en plus, donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y a la newsletter quotidienne et chaque mois, elles envoient une newsletter hyper approfondie sur un sujet.
Elle propose aussi des conférences privées. Voilà, des petites surprises parce qu'elles ont des partenaires, etc. Donc voilà. Donc vous voyez, elle joue absolument sur toutes les possibilités qui sont, que je vous avais évoquées juste avant. Alors, un petit point sur l'audience. Comment on gère cette interaction? Je vous disais, il y a un côté très personnel qui est très sympa et très appréciable. Euh, comment on fait pour maintenir ce lien avec l'audience? Première chose, vraiment miser sur ce lien personnel, c'est-à-dire vos abonnés vont vraiment apprécier que vous leur racontiez la fabrication, les évolutions de la newsletter. Ça, c'est vraiment un truc qui permet aussi de faire évoluer sans complexe sa newsletter parce que du coup, on raconte aussi ce qu'on a appris, pourquoi on a découvert qu'il valait mieux changer, etc. Ce lien personnel, il peut se faire aussi tout simplement sur faire voter pour les sujets de la semaine prochaine. Moi, j'avoue, c'est un truc un peu de gamification, mais je trouve ça assez sympa. Vous dites, bah voilà, moi, la semaine prochaine, j'hésite entre 3 sujets. Votez. Ça vous donne énormément d'infos sur voilà, ce qu'attend votre audience. C'est très sympa comme lien, moi, je trouve. Et voilà. Alors ensuite, un autre point sur l'audience pour la maintenir active, alors là, beaucoup plus technique et moins glamour, mais super important, c'est le mail que les personnes vont recevoir au moment de l'inscription. Alors là, donc, qu'est-ce qu'il faut dans l'idéal que les gens aient tout de suite comme info? Qui vous êtes, voilà, quelle est votre démarche, qu'est-ce que vous allez raconter? Expliquer donc très concrètement ce qu'on va trouver dans la newsletter. Donc, ça peut se faire avec un lien qui renvoie vers un précédent numéro. C'est aussi la fréquence. Vous pouvez aussi donner des petites indications. Ça se fait pas mal. Comment éviter que la newsletter tombe en spam. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà inviter à partager et à faire passer le mot. Et donc, à nouveau, je vais vous donner l'exemple de Morning Brew, qui est vraiment un chef-d'œuvre du genre. Donc, ça, c'est ce que reçoivent les personnes qui viennent de s'inscrire à la newsletter de Morning Brew. Donc, bien évidemment, donc voilà, petit remerciement. Voilà ce que vous allez attendre. Donc, des nouvelles business, 6 jours par semaine, du lundi au samedi, et des petites infos sur comment faire pour que ça ne tombe pas en spam. Donc là, ils expliquent exactement, donc, pour les utilisateurs de Gmail qui sont sur leur téléphone, voilà comment faire, qui sont sur leur ordi, qui lisent dans leur mail sur leur ordi, voilà comment faire. Pour ceux qui sont sur Apple, pour les autres, ils renvoient vers une page. Voilà. Ensuite, ils enchaînent avec le fait de dire, voilà, si vous ne la voyez pas, n'oubliez pas d'aller regarder dans votre boîte et puis faites tout ça. N'oubliez pas, bien évidemment, de faire connaître sur Twitter et Instagram. Et puis, PS, voilà, c'est notre communauté et donc on renvoie vers cette fameuse page de recommandation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc vous voyez ça en un seul mail, il y a énormément d'infos, mais c'est vraiment super important pour faire en sorte que votre audience soit, disons, ait le maximum de chances de lire vos mails. Et puis ensuite, ça c'est vraiment un truc qui est recommandé, mais qui est un tout petit peu plus complexe à faire, c'est de faire en sorte que votre liste d'inscrits soit toujours active. Donc ça demande parfois d'avoir des outils de emailing un peu performants qui puissent vous dire qui sont concrètement les personnes qui ouvrent, qui n'ouvrent pas. Mais en tout cas, le message que vous pouvez retenir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est moins important d'avoir une très, très grosse base d'abonnés, même si vous avez très peu de gens qui lisent.
c'est beaucoup mieux pour votre, on va dire, score de qualité aussi dans les plateformes qui font les envois de mails, etc., d'avoir en fait une audience finalement assez saine, c'est-à-dire que finalement, vous pouvez aller jusqu'à enlever les personnes qui ne vous lisent jamais. Donc, ça peut marcher par des petits tests. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le dire dans les conseils, mais enfin, c'est quand même un peu l'idée à retenir. Bien évidemment, plus vous allez avoir une grosse audience, plus forcément votre taux d'ouverture va baisser, mais en tout cas, c'est vraiment pas un problème, bien au contraire, de nettoyer finalement, enfin d'enlever les gens qui ne vous lisent jamais, quoi. Alors, pour terminer, comment on fait du coup, au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, moi, ce que je trouve vraiment passionnant dans les newsletters, c'est ce côté hyper agile, hyper simple, qui permet de faire évoluer en permanence sa newsletter. Et comme je vous disais, c'est hyper important pour pouvoir soi-même rester, enfin, avoir vraiment l'impression qu'on utilise son temps à bon escient. Et donc, en fait, on peut tester plein de choses. Et bien évidemment, si vous voulez que votre test soit utile, il faut tester une seule chose à la fois. Vous pouvez tester l'objet de vos mails. Est-ce que, en fait, finalement, votre audience ouvre plus quand les mails sont très avec des blagues, ou est-ce qu'au contraire, ils préfèrent des objets très, très informatifs pour savoir ce qu'il y a dans votre mail? Vous pouvez même tester l'adresse d'envoi. Est-ce que moi, j'ai plus intérêt à faire partir ma newsletter jean-baptiste@jinkyo.com ou newsletter@jinkyo.com, enfin, voilà, ça se teste éventuellement. Alors, bien évidemment, le moment d'envoi, c'est clé. Donc, ça c'est potentiellement un exercice continu à faire des tests. Aller chercher peut-être des trucs contre-intuitifs, de faire, je sais pas, le samedi soir ou de bon. Enfin, mais en fait, voilà, ça vaut le coup d'essayer, quoi, en tout cas. Le type de contenu, bien évidemment, comme je vous disais au départ, au moment où vous construisez votre format, il y a plein de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer, de longueur ou pas, donc ça peut se tester. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des images ou pas, sachant que voilà, on peut se demander est-ce qu'il vaut mieux du texte qui se lit facilement ou des images qui parfois sont lourdes à charger. On peut mettre des gifs qui sont sympas, mais du coup qui rendent encore un peu plus lourd. Voilà. Et puis aussi les boutons d'action, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie que les gens répondent, cliquent, partagent. Enfin, c'est ce genre de choses que vous pouvez tester avec les boutons. Et puis surtout, voilà, ne jamais avoir peur de faire évoluer sa newsletter, parce que c'est une manière de faire participer aussi votre audience, de les impliquer et de faire en sorte que tout le monde ait envie finalement de participer à cette histoire. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près dans le temps imparti. Je peux vous renvoyer vers le podcast Aparté auquel vous pouvez accéder. À la limite, Benjamin, si tu peux mettre le lien. Je vous y renvoie parce que c'est un podcast que j'ai créé en fait à l'origine pour donner la parole à des personnes qui innovent dans le monde de l'info. Et ces derniers mois, comme je vous disais, je me suis plus particulièrement intéressé aux newsletters. Donc, vous pouvez aller écouter ces expériences. Il y a Vox, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Règle 30. Alors ça, c'est intéressant parce que ça a été lancé par un média, en l'occurrence Numérama. Donc, du coup, c'est un peu une logique différente. Laetitia Vito, elle a lancé avec son conjoint, du coup, qui est Nicolas Collin de The Family. Du coup, ils arrivent avec deux expertises différentes et ils veulent construire un petit peu un média tous les deux parce qu'ils ont envie d'être indépendants. Et puis, Jean Abiatessi, que vous connaissez peut-être, et qui a lancé Bulletin, et pareil, qui est dans une logique de test permanente. Et il manque là, dans cette petite liste, la newsletter Tech Trash, qui est aussi voilà, une newsletter qui a un point de vue un peu pirate sur la Startup Nation. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aller les écouter un peu plus en longueur. Ça vous donnera aussi plein d'éléments. Merci du coup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Je vois qu'il y a une question dans le chat à laquelle je n'ai pas répondu pendant la présentation, qui est celle d'Arnaud Wery. Bonjour Arnaud.
et qui demande en fait si c'est intéressant de créer une page Facebook, un groupe Facebook. Moi, je ne suis pas expert là-dessus, je n'ai pas lu beaucoup de choses. J'aurais tendance à dire que c'est potentiellement une source de distraction, c'est-à-dire encore une autre plateforme avec du temps à y consacrer, etc. Il me semble qu'avec cette logique à la fois des abonnés à la newsletter qui peuvent répondre, il y a déjà ce côté communautaire, mais aussi le fait de dire on se donne rendez-vous pour des événements. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est pas, enfin, que en tout cas, ça peut être une source de, voilà, de problèmes de gestion du temps. Voilà, je ne sais pas s'il y a parmi vous d'ailleurs des gens qui ont une newsletter et qui pensent au contraire, qui ont testé d'avoir une page Facebook. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, vous avez peut-être un point de vue plus informé que le mien là-dessus. Donc, voilà, est-ce que vous savez si d'avoir un groupe Facebook autour du newsletter, c'est quelque chose de pertinent ou pas? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi, mon intuition, ce serait de dire, voilà, concentrez-vous déjà sur la newsletter. Ensuite, ah oui, alors je vois, il y a Éric Dupin qui, effectivement, donc lui, édite la newsletter Citronium sur la tech, qui a 4000 abonnés et qui a un groupe Facebook privé. Éric, est-ce que tu veux partager ton expérience là-dessus? Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Bonjour Éric. Bonjour, vous m'entendez là? Oui, on t'entend bien. Merci Jean-Baptiste de me donner la parole. Non, simplement, oui, sur la question des groupes Facebook, c'est ce que j'ai créé en fait quand j'ai créé Citronium, parce que je voulais donner un petit peu plus de proximité et entretenir l'esprit un peu d'appartenance à un club et d'appartenance à une communauté. Et je pense qu'un groupe sur un réseau social, alors j'ai pris Facebook parce que c'était il y a 2 ans, mais ça peut être, je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec WhatsApp, ça peut être un channel Slack. En tout cas, c'est des choses qui, à mon avis, fonctionnent. Et puis, c'est dans l'optique après. Pour moi, tu as parlé tout à l'heure du modèle alors gratuit, modèle freemium, modèle payant. Pour l'instant, Citronium est gratuit. L'objectif, c'est d'atteindre à peu près 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et à ce moment-là, on se posera la question de passer éventuellement sur un modèle pas payant, mais freemium avec des goodies, des bonus, etc. Et justement, l'appartenance au groupe Facebook fera peut-être partie de ce package, où à ce moment-là, on dira, si vous voulez rejoindre le groupe Facebook, dans lequel il se passe pas mal de choses, à ce moment-là, ça sera réservé aux abonnés payants éventuellement. Mais bon, j'en suis juste là de la réflexion. Mais c'est une possibilité. Je pense que ça peut être un moteur intéressant pour mieux travailler avec sa communauté et avoir davantage d'engagement. Ouais. En tout cas, ce qui est clair, effectivement, c'est que le côté club, notamment pour une newsletter payante, c'est quelque chose de super valorisé et important. Et en soi, ça peut constituer l'intérêt de s'abonner, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est le nom du groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Club Citronium. Et il est réservé pour le moment uniquement aux gens qui sont évidemment abonnés à la newsletter. D'ailleurs, il n'est pas visible dans Facebook. Et après, je vais voir un peu comment j'actionne la suite. Ok, super. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Ça vient bien compléter. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou témoignages? Parce que ça peut être intéressant aussi si vous avez des choses à partager, parce qu'il y a forcément des choses que je n'ai pas dites ou qui méritent d'être complétées. En tout cas, écoutez, merci. Moi, je voulais… il y a une… Est-ce qu'il y a des newsletters qui se lancent directement en format payant? Oui. L'exemple que je donnais comment dire, à 2 voix, là,
c'est vraiment né du coup de personnes qui veulent lancer tout de suite leur newsletter payante. Mais alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils sont sur Substack et du coup, ils font un système un peu hybride où ils ont… j'ai pas regardé récemment, mais en gros, où on peut avoir une espèce de résumé en fait en gratuit de leur newsletter. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que pour les abonnés payants, il y a un podcast avec une interview au long, et donc qui est vraiment réservé aux abonnés payants. Donc, en gros, eux, ils se sont lancés direct en payant parce que, en fait, en gros, ils se sont dit pendant le confinement, on a besoin de se créer un revenu de complément, et ils ont… du coup, quand même, pour pouvoir aller chercher des abonnés, parce qu'il faut créer son audience, ce système de résumé un peu voilà. Et puis, du coup, voilà, quelle est la fréquence de publication hebdo? Alors, moi, j'ai l'impression que la plupart des newsletters sont hebdo, en tout cas, quand elles sont faites par des indépendants. Parce que je pense que d'aller au-delà, c'est compliqué. Voilà. Après, je commence à voir poindre des modèles où ça peut être des collectifs qui se créent autour d'un sujet. Donc, du coup, peut-être que là, ça permet d'envisager d'autres choses. Inversement, on peut aussi peut-être imaginer voilà, sur des formats très… on va dire très quali, comme je disais là sur le côté Louis Média, d'aller sur un truc qui peut être mensuel éventuellement, si vous envoyez vraiment un truc qui est quasiment l'équivalent d'un chapitre de livre, ou voilà, ça peut être plus rare. Et puis, donc voilà, et donc effectivement, voilà, donc il y avait la newsletter Vox, donc qui est quotidienne, Morning Brew, effectivement, voilà, du lundi au samedi. En fait, c'est ça aussi, je parlais de collectif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des newsletters qui au début se sont lancés potentiellement hebdo, et puis quand elles ont commencé à pouvoir agrandir, agréger d'autres auteurs ou à embaucher, ben voilà, elles sont devenues quotidiennes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, en tout cas, ouais. Si je peux me permettre juste, concernant la question précédente sur les newsletters qui se lancent directement en format payant, en fait, les newsletters qui se lancent directement en format payant sont souvent des newsletters qui sont sur des sujets de niche ou des sujets très experts ou très techniques, je ne sais pas, la finance, je ne sais pas, la pétrochimie, enfin des choses qui sont très techniques, très experts, ouais. Professionnels, et souvent effectivement sur un créneau B2B. Donc il y a quelques exemples, notamment sur Substack, de newsletters qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, voire plus, et qui sont payantes et qui sont intégralement payantes, ce qui contribue à en faire des petites entreprises, alors que c'est souvent des entreprises pratiquement unipersonnelles. Après, sur quelque chose de plus généraliste, c'est plus difficile, et c'est pour ça que je crois plus soit au free, soit au freemium qu'au tout payant. Et à moi de vous poser une question à tout le monde. En fait, nous, pour compléter un peu, et justement peut-être un jour pour refaire un événement, on aimerait bien faire un panorama des newsletters françaises, parce que ça existe de manière un peu parcellaire. Donc, je serais assez preneur de vous, si vous pouviez me mettre vos newsletters préférées, celles que vous lisez chaque semaine, chaque jour ou chaque mois, que ce soit de médias, ou que ce soit d'auteurs indépendants ou autre chose. N'hésitez pas. Je vais vous mettre mon mail d'ailleurs aussi, si vous préférez y réfléchir tranquillement. En tout cas, voilà, moi je me dis que ça peut être intéressant
qu'on dresse un peu ce panorama aussi, parce que il me semble qu'un peu comme les podcasts qui, pareil que les newsletters existent depuis 20 ans, enfin l'audio numérique, les newsletters sont en train de s'imposer un peu comme un format, donc ça vaut le coup, je trouve, de raconter un petit peu, de donner un petit peu de visibilité à ce format. Alors, je ne sais pas si vous êtes timide du coup ou c'est pas grave. Bon, alors envoyez-moi si ça vous dit. En tout cas, moi, je suis hyper preneur. Je vais commencer à bosser là-dessus pour essayer de faire ce panorama des newsletters. En tout cas, j'espère que voilà, je vous ai apporté des éléments intéressants. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. On va vous envoyer donc la vidéo avec toute la présentation. Est-ce que ça vous va la vidéo ou est-ce que vous pensez que ce serait beaucoup mieux d'avoir les slides? Les deux. Oui, on peut envoyer les deux. Hein. On va envoyer les liens vers les deux. On verra les deux. OK. Ouais. Eh ben, on va faire comme ça. Bah, écoutez, je vous souhaite très bonne fin de journée. Je ne sais pas si je suis à l'écran en fait, mais ouais, c'est bon. Je suis à l'écran. Et du coup, merci pour les personnes qui répondent un petit peu. Donc voilà, merci encore. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu discuter avec vous et en espérant que ça vous a été utile. À très bientôt peut-être si on peut faire un petit débrief sur ce panorama ou autre. Très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.